diabète déséquilibré pendant des années, donc on pourra avoir à la fin de l'adolescence ou bien à l'âge adulte des complications, un début de complications dégénératives. Et pour les complications aiguës, il y a l'hypoglycémie, il y a l'acidocétose diabétique, exceptionnellement le coma hyperosmolaire. Alors, quand est-ce qu'on parle d'hypoglycémie chez les enfants diabétiques type 1? Si la glycémie est inférieure ou égale à 0,70. Avant, on parlait de 0,60, mais pour les nouvelles recommandations, depuis déjà 2009, ils étaient entre 0,60 et 0,70. Depuis 2014, c'est bon, ils ont fixé 0,70 comme un seuil de glycémie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de l'hypoglycémie? Donc, il faut savoir que dans l'organisme, il y a des tissus insulinodépendants, il y a d'autres qui ne sont pas insulinodépendants. Donc, pour les organes insulinodépendants, on a parlé du foie, du foie, du muscle et des cellules adipeuses. Et il y a d'autres organes qui ne sont pas insulinodépendants, c'est-à-dire que le glucose, il peut passer à l'intérieur de la cellule sans avoir besoin de l'insuline. C'est-à-dire, pardon. Voilà, donc sans avoir besoin de l'insuline. Et dans ce cas, c'est-à-dire le glucose, il passe en fonction de gradients de concentration entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Donc, c'est le cas de système nerveux central et de la rétine. D'accord. Voilà. Et si on a une hypoglycémie, le premier organe qui risque de souffrir, c'est bien le système nerveux central. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire l'organisme? Il doit apporter le maximum de glucose au système nerveux central pour le protéger au profit des autres organes. Ça n'intéresse pas les extrémités. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est d'apporter le maximum au cerveau pour éviter les troubles de la conscience. Et qu'est-ce qu'il fait l'organisme? Il sécrète les hormones de la contre-régulation et surtout l'adrénaline pour essayer d'apporter ce maximum d'oxygène au système nerveux central. Et qu'est-ce qu'elle fait l'adrénaline? D'abord, elle augmente la fréquence cardiaque. Donc, pour avoir un débit fort. Et deuxièmement, elle favorise une vasoconstriction périphérique. Donc, augmentation du débit cardiaque, vasoconstriction périphérique pour avoir le maximum de débit, de débit au niveau cérébral et donc le maximum de glucose est dévié vers le cerveau. Donc, en conséquence, on trouve quelques signes cliniques en rapport avec cette sécrétion de l'adrénaline, comme la pâleur cutanéo-muqueuse en rapport avec la vasoconstriction, comme la froideur des extrémités, toujours en rapport avec cette vasoconstriction. On trouve la tachycardie, on trouve le tremblement, donc les sueurs diffuses et des fois les crampes de l'estomac. Pourquoi les crampes de l'estomac? Parce que l'organisme, il réclame l'apport de glucose exogène parce qu'on n'a plus le glucose endogène. Voilà, donc c'est les premières manifestations, les premiers mécanismes de réaction pour protéger le système nerveux central. Une fois ces mécanismes adrénergiques sont dépassés, on peut avoir les signes de la souffrance de la rétine et du système nerveux central qui se manifestent par des troubles de la vision. Donc, si vous avez un enfant qui commence à avoir un lympho-diabétique, qui a une diplopie, donc qui a un flou visuel, qui a des troubles de la parole, qui a des troubles de comportement, sans cause, vous trouvez que l'enfant il est très irrité, il est très agité, si vous trouvez que voilà, donc il a des céphalées, qu'il a une fatigue soudaine, qu'il ne se réveille pas. Il a l'habitude par exemple de se réveiller à 8 heures, mais aujourd'hui il ne se réveille pas, qu'il se réveille. Par contre, on peut avoir des troubles de sommeil. Il peut se réveiller par exemple à 2 heures du matin, 3 heures du matin parce qu'il a une hypoglycémie. Si vous trouvez que l'enfant il n'assimile pas ce qu'on lui explique, si vous le trouvez un peu obnubilé, voilà. Donc, il faut faire attention à l'hypoglycémie. Donc, il y a des enseignants qui pénalisent les enfants diabétiques parce qu'ils sont agités sans explication. Voilà, donc il faut pas pénaliser les enfants à tort et à travers. Voilà, pourquoi? Parce que il faut un enfant diabétique, donc il faut d'abord savoir qu'il n'est pas en hypoglycémie avant de pénaliser.
Donc, si vous demandez à un enfant de lire une phrase, il n'arrive pas à la lire parce qu'il a un flou visuel ou là, il a une diplopie, s'il n'arrive pas à parler parce il est en hypoglycémie, s'il est irrité, il n'arrive pas à concentrer avec l'enseignant, s'il n'arrive pas à assimiler, si l'enfant, par exemple, lui dire, tu prends, je ne sais pas moi, un stylo, là, tu écris telle chose sur le tableau et lui, il n'arrive pas parce qu'il est en hypoglycémie, attention, ça, c'est le message qu'on transmet généralement aux enseignants. Il ne faut pas le pénaliser à tort et à travers. Il faut confirmer d'abord qu'il n'est pas en hypoglycémie. Mais attention, hein, des fois, les enfants diabétiques, ils savent très bien ça. Et donc, des fois, ils font la tête en disant, voilà, donc il va me traiter comme diabétique en hypoglycémie. Donc, je fais ce que je veux faire. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège, mais il ne faut pas également être très agressif. Donc, il faut traiter l'enfant correctement. Donc, il ne faut pas le traiter différemment par rapport à ses frères et ses sœurs ou là par rapport à ses camarades. Mais si on trouve qu'il y a un comportement bizarre, d'abord, il faut confirmer qu'il n'est pas en hypoglycémie. S'il n'est pas en hypoglycémie, on a le droit de le pénaliser comme les autres. Voilà. Donc, il y a autre chose, donc si l'enfant arrive aux urgences comateux, donc voilà, il faut savoir que le coma des diabétiques, c'est un coma qui est agité, voilà, et il peut convulser, il peut avoir un déficit moteur, donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter, généralement, ça rentre dans l'ordre après la correction de l'hypoglycémie. Voilà, donc l'intérêt de ce chapitre, c'est de vous orienter vers les signes de l'hypoglycémie. Donc, il faut savoir qu'un enfant diabétique, donc qui a une pâleur bizarre, qui a froideur des extrémités, donc qui a une tachycardie, qui réclame, c'est-à-dire qu'il veut manger du moment où il n'a pas l'habitude de demander ça, donc qui ne se réveille pas à temps, qu'il a des troubles de sommeil, qui est agité d'une manière inexpliquée, donc qui a une diplopie, qui par exemple présente une fatigue soudaine, qui a un ralentissement intellectuel. Voilà, donc ce sont des signes de l'hypoglycémie. Alors là, donc c'est là des troubles de conscience plus ou moins sévères, des convulsions, un déficit moteur. Donc il faut, la première des choses à faire, c'est de prendre cette glycémie, c'est de prendre sa glycémie et de le traiter en urgence. Donc, il faut savoir que ces signes cliniques sont variables d'un diabétique à un autre. Donc, chaque enfant, il a c'est-à-dire sa capacité à réagir à l'hypoglycémie qui est différente à l'autre diabétique. Et chez le diabétique lui-même, donc on peut avoir des réactions différentes d'un moment à l'autre en fonction de pas mal de facteurs. Quels sont les facteurs qui déterminent cette variabilité? D'abord, la profondeur de l'hypoglycémie. Donc, si vous avez une glycémie à 0, par exemple, 30 et notre glycémie à 0, bon, c'est des petits QCM, Hidaya. Donc, et je demande aux étudiants de participer parce que, je ne sais pas, je sens qu'il y a des somnolences, hein, je ne vois pas, mais je le sens, qu'il y a, des absences. Donc, pour les faire réveiller un peu, donc je vous fais un petit questionnaire. Alors, donc, l'enfant A, il a une glycémie à 0,30. L'enfant B, il a une glycémie à 0,60. Lequel qui va présenter l'hypoglycémie, les signes d'hypoglycémie les plus sévères? Allez, vas-y. A ou B? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, donc c'est le A. Donc, chaque fois l'hypoglycémie est sévère, c'est-à-dire profonde, chaque fois les signes sont plus sévères. Donc, la deuxième des choses, c'est la cinétique de la glycémie. Si vous avez, par exemple, pour l'enfant A, passage de la glycémie de 1,80 g, donc jusqu'à 0,60. Et pour le deuxième, de 0,80 jusqu'à 0,60. Lequel qui va présenter l'hypoglycémie le plus sévère? 1,80, 0,60, 0,80, 0,60. Lequel qui va présenter l'hypoglycémie le plus sévère? Très bien. 1,80
0,80, 0,60. Pourquoi? Si on parle de la sévérité d'abord du diabète, de l'hypoglycémie, donc c'est-à-dire que les signes neurologiques, c'est tout ce que je veux dire par la sévérité des signes. C'est-à-dire si on a des signes adrénergiques, l'hypoglycémie, elle n'est pas sévère. Si on a des signes de la neuroglycopénie, donc c'est-à-dire l'hypoglycémie, elle est sévère. Donc là, pour la profondeur de l'hypoglycémie, si on a 0,30 et 0,60, celui qui a 0,30, il a c'est-à-dire plus de signes neurologiques par rapport à 0,60. Pour la cinétique de la glycémie, pour le premier, celui qui avait 1,80 g, il passe brutalement à 0,60, c'est-à-dire l'organisme, il n'a pas suffisamment du temps pour sécréter de l'adrénaline et pour protéger le système nerveux central. Par contre, celui qui a 0,80, qui a un passage de 0,80 à 0,60, il a plus de temps. Donc, le passage, il est progressif. Donc, 0,80, puis 15 minutes, ça passe de 0,80 à 0,60. Et le premier, en 15 minutes, il passe de 1,80 à 0,60. Donc, pour le deuxième, le passage, il est plus lent. Et donc, l'organisme, il sécrète l'adrénaline. Et donc, il réagit à l'hypoglycémie d'une manière plus lente et plus adaptée. Plus lente et donc il sécrète de l'adrénaline et il peut protéger le système nerveux central. Donc maintenant, l'ancienneté de diabète. Si vous avez deux enfants, le A, il a 10 ans de diabète et le deuxième, le B, il a 10 mois de diabète. Lequel qui va présenter l'hypoglycémie les plus sévères? 10 ans ou bien 10 mois? 10 mois... 10 mois de diabète, hein, je ne parle pas de 10 mois âge. Donc, ils ont même âge, mais le premier, donc 15 ans, 15 ans, le premier, il a 10 mois de diabète, c'est-à-dire il est diabétique depuis 10 mois, et le deuxième, il est diabétique depuis 10 ans. Donc, celui qui est diabétique depuis 10 mois ou celui qui est diabétique depuis 10 ans, lequel qui va présenter l'hypoglycémie la plus sévère? C'est bon? 10 mois, 10 ans, 10 mois de diabète, 10 mois. Alors, depuis 10 ans, donc voilà. Celui qui présente un diabète le plus ancien, il présente les signes d'hypoglycémie les plus sévères. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire le système adrénergique, il est épuisé. Le système de réponse adrénergique, il est épuisé et donc il n'y a pas de sécrétion de l'adrénaline même si on a des hypoglycémies et donc on fait d'emblée les troubles neurologiques. Par contre, celui qui a 10 mois de diabète, le système adrénergique il est encore actif, donc il se sécrète encore et donc il y a le système d'avertissement adrénergique et l'enfant il se resucre pour éviter les troubles neurologiques. Voilà, donc pour l'âge de l'enfant diabétique, donc si vous avez maintenant deux enfants diabétiques, donc le premier il est âgé, je parle de l'âge de l'enfant, il est âgé de 10 mois et le deuxième il est âgé de 10 ans, donc l'âge de l'enfant, hein. Donc lequel qui va présenter, ils sont diabétiques depuis, voilà, je peux dire une année, tous les deux, ils sont diabétiques depuis une année, mais l'âge de l'enfant, il est 10 mois pour le premier et 10 ans pour le deuxième, lequel qui va présenter les signes d'hypoglycémie les plus sévères? Alors, dis-moi, 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 très bien. Très bien, donc dis-moi, c'est vrai, l'âge de début est précoce, plus il est sévère, dis-moi, bien. Alors, voilà, qui est âgé de 10 mois, qui présente les signes d'hypoglycémie les plus sévères. Mais pourquoi? Parce qu'il a l'immaturité de système de rétrocontrôle, il a l'immaturité de la sécrétion adrénergique. Et du coup, on trouve, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de signes d'alarme et il peut faire des troubles neurologiques d'emblée. Voilà, donc le message que je veux vous transmettre, vous les futurs médecins, devant toute manifestation inhabituelle chez un enfant diabétique, il faut la considérer comme une hypoglycémie jusqu'à preuve de contraire. Voilà. Donc, maintenant, quand est-ce qu'on parle d'hypoglycémie mineure et d'hypoglycémie majeure? Donc, on parle d'hypoglycémie mineure si on a des troubles adrénergiques. Et on parle d'hypoglycémie majeure si on a des troubles de la neuroglycopie.
Voilà, donc il y en a des troubles adrénergiques ou bien quelques signes de la neuroglycopénie, mais c'est maîtrisable, on parle d'hypoglycémie mineure. Donc, si on a des troubles de la neuroglycopénie plus ou moins sévères, on parle d'hypoglycémie majeure. Il y a d'autres qui définissent ça par la nécessité de l'aide, c'est-à-dire l'enfant, il est en hypoglycémie, mais il est incapable de se resucrer, qu'il a des troubles de comportement très sérieux, il a des troubles de la conscience, déficit moteur, convulsion, ou là même s'il n'a pas de déficit moteur, il est incapable de se déplacer pour se resucrer. Donc là, on parle d'hypoglycémie sévère qui nécessite un traitement par voie parentérale. Sinon, pour les autres, on peut les resucrer à domicile par voie orale. Donc, la définition, la nécessité de l'aide d'une tierce personne, elle peut être appliquée pour les grands enfants, bien pour les adultes, mais pour les jeunes nourrissons, dans tous les cas, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour les resucrer. Donc, on ne peut pas l'appliquer comme une définition de l'hypoglycémie majeure chez tous les diabétiques, uniquement pour les grands enfants. Voilà. Donc, quelles sont les étiologies de cette hypoglycémie? Donc, si on a une hypoglycémie, c'est-à-dire il y a un déséquilibre entre les facteurs hypoglycémiants et les facteurs hyperglycémiants. Donc, quels sont les facteurs hyperglycémiants chez l'enfant? C'est l'alimentation, plus ou moins le stress. Donc, les facteurs hypoglycémiants, c'est l'activité physique et l'insuline. Si on a un déséquilibre entre les deux, on trouve une hypoglycémie. Alors, donc, en pratique, si l'enfant il fait une activité physique, mais il ne prend pas les précautions préalables. Mais on n'a pas le droit de dire une activité physique, point, c'est comme si une activité physique contre-indiquée. Là, donc une activité physique sans prendre les précautions préalables. Donc, si l'enfant, il a pris un repas insuffisant, ou bien il a fait l'injection de l'insuline, mais il n'a rien pris, par exemple. Donc là également, on risque d'avoir une hypoglycémie. Par exemple, hier, elle m'a appelé une malade. Elle m'a dit, ouais, ma fille, d'habitude, elle reçoit 8 unités d'insuline et elle mange, elle mange correctement et ses glycémies sont toujours stables. Mais hier, bizarrement, elle a fait 0,40 grammes à 14 heures, 12 heures après le repas et je n'ai pas compris pourquoi. Donc, je lui dis, est-ce qu'elle a fait une activité physique? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a bien mangé? Très bien, plus que d'habitude. Ah bon? Elle a fait la même dose d'insuline? Oui. Mais j'ai demandé des précisions. Qu'est-ce qu'elle a mangé exactement? Donc, elle m'a dit, voilà, elle a mangé 2 œufs, une salade, un peu de scalope, une ou deux pommes, je ne me rappelle pas, et voilà, un morceau de pain. Voilà, le morceau de pain, oui. Une ou deux pommes, ça va. Mais ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire les œufs et la viande, parce qu'il y a zéro glucide. La salade, la viande et les œufs, il n'y a pas de glucides, zéro. Et donc, c'est un repas qui est très insuffisant. Au lieu de prendre 80 grammes de glucides, vous avez pris 40 grammes de glucides. Et donc, ton repas, il est très pauvre. Tu as l'impression qu'elle a bien mangé, mais son alimentation, elle est très riche en protéines, mais elle est très pauvre en sucre. Donc, il fallait enlever peut-être les œufs ou la viande et mettre à sa place le riz ou autre chose, dans une alimentation qui est plus ou moins riche. Voilà. Donc, des fois, les parents te disent, il a bien mangé. Oui, il a bien mangé, mais il n'a pas mangé suffisamment de glucides. Voilà. Donc, du fois, la dose de l'insuline, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée à l'alimentation. On a mangé une petite quantité au lieu de faire, par exemple, 4 unités, on a mis 8 unités pour cette fille. Donc, il a des ondes de lipodystrophie et donc l'insuline est accumulée au niveau sous-cutané. Puis après un massage ou l'exposition à la chaleur, donc un passage rapide de l'insuline et les injections occultes. Les injections occultes, c'est un problème, ça trouble le comportement des enfants diabétiques qui font des injections supplémentaires quand ils sont fatigués psychiquement et déprimés. Des fois, les adolescents, ils sont déprimés, ils sentent que les autres ne comprennent pas ce qui se passe avec eux. Ils essaient d'attirer l'attention de leurs parents ou de l'entourage. C'est une tentative de fuite de ses propres problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'injection de l'insuline pour provoquer une hypoglycémie sévère et alerter tout le monde et pour se reposer un peu. Pour lui, c'est un moyen de se reposer, c'est un moyen de fuite
de charge de diabète. Voilà. Donc, on trouve des hypoglycémies très sévères et lui, il déclare des doses d'insuline très faibles. Il te dit, j'ai fait une unité de l'insuline. Voilà, donc moi je les crois pas trop et je leur dis toujours oui, je te comprends, peut-être il y a une sécrétion de l'insuline résiduelle, peut-être tu as fait une activité physique, mais au fond ils savent que je suis au courant. Et puis je les hospitalise, j'enlève l'insuline, je garde les insulines chez les infirmières et je leur demande de faire eux-mêmes, les infirmières, les injections de l'insuline et les glycémies. Et là, on trouve au contraire des hyperglycémies. Et on comprend tout de suite qu'il est en train de faire des injections occultes. Et ça, c'est très grave comme désordre psychologique. Il faut vraiment le prendre d'une manière très sérieuse parce qu'il risque de se suicider. Voilà. Donc, et pour la prise en charge, elle dépend de l'état de la conscience. Si l'enfant est conscient, donc on fait un resucrage par voie orale. S'il est inconscient, on fait le resucrage par voie parentérale. Donc, pour le resucrage par voie, c'est-à-dire c'est mais dans tous les cas, il faut arrêter toute activité physique. Si l'enfant diabétique, il se sent pas bien, il faut arrêter l'activité physique. Puis on confirme. Voilà, donc il doit arrêter d'abord l'activité physique. On confirme l'hypoglycémie, puis on resucre l'enfant. Donc avant, on donnait l'insuline, on donnait le sucre d'absorption rapide, puis un relais par le sucre d'absorption lente. Moi, j'ai gardé toujours la même chose, mais je dois vous dire ce qu'on fait en réalité actuellement. Donc, on donne le sucre d'absorption rapide, puis on passe au sucre d'absorption lente rarement. Mais si on utilise l'insulinothérapie fonctionnelle, on donne uniquement le sucre d'absorption rapide. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si on donne le sucre d'absorption rapide, puis le sucre d'absorption lente, on risque de provoquer une hyperglycémie importante. Par contre, on garde toujours le sucre d'absorption lente si le malade est sous conventionnel. Ou là, c'est l'enfant, par exemple, il a fait une hypoglycémie parce qu'il a fait la dose de l'insuline et il n'a pas mangé. Donc là, on resucre et après, on donne le sucre lent. Donc, si l'enfant a bien mangé et voilà, il a fait sa dose d'insuline, puis il présente une hypoglycémie, c'est-à-dire que la dose d'insuline qu'on a injectée, elle a dépassé les hydrates de carbone et donc il a fait entrer le glucose en intracellulaire par excès et il garde un déficit en intravasculaire. Donc, on doit apporter au vaisseau la quantité des hydrates de carbone qui manque. Voilà, c'est ça le raisonnement de l'insulinothérapie fonctionnelle. Si on trouve qu'il manque beaucoup, que l'insuline elle est toujours active, par exemple 2 heures après l'injection, il y a encore de l'insuline active, qu'il n'a rien mangé ou là il a mangé une quantité très insuffisante en hydrate de carbone, là on peut rajouter le sucre d'absorption lente. Donc là je parle d'une manière pratique, hein. Sinon pour les questions et tout, vous pouvez mettre l'insuline rapide, le sucre rapide et le sucre lent, mais en pratique c'est tout ce qu'on fait. Donc pour le sucre rapide également, il ne faut pas exagérer, on donne généralement 5 grammes de sucre pour 20 kg de poids corporel. OK? Donc, pour les hypoglycémies majeures, quand l'enfant est inconscient, le resucrage par voie orale est contre-indiqué parce qu'on risque de provoquer des fausses routes. On injecte le glycagon en intramusculaire à raison de 0,5 mg si le poids est inférieur à 25 kg et 1 mg si le poids est supérieur ou égal à 25 kg. Si ça ne marche pas, donc après la reprise de la conscience, on passe au resucrage par voie orale. Si le glycagon n'est pas disponible ou là c'est l'enfant il reste inconscient après l'injection du glycagon, on passe à la perfusion de glycosé hypertonique par voie intraveineuse et la quantité qu'il faut injecter, elle doit être adaptée au poids corporel. Par exemple, les urgences, il y a des gens qui mettent 500 cc, un sachet complet à flot devant un diabétique en hypoglycémie sévère. Non, c'est pas vrai. Donc, il faut perfuser la quantité des hydrates de carbone nécessaires. Donc, si on considère que l'enfant, il pèse par exemple 20 kg, 20 kg fois 0,5, c'est 10 grammes de sucre. Donc, on doit lui donner 10 grammes de sucre. Donc, les 10 grammes de sucre, si on a le glycosé à 30%,
Donc, pour 100 millilitres de glycosé, il y a 30 grammes de sucre. Là, on a besoin de 10 grammes, donc on doit perfuser 33 millilitres de sérum glycosé hypertonique. Donc, si on a par exemple le glycosé à 15%, c'est-à-dire pour 100 millilitres, on a 15 grammes de sucre, là, on a besoin de 10 grammes de sucre, on fait la règle de 3, donc pour avoir la quantité de glycosé nécessaire. Donc, après avoir perfusé la quantité de glycosé nécessaire, on prend le relais par le glycosé isotonique à 5% à faible débit jusqu'à la reprise totale de la conscience. Donc, des fois, on utilise les corticoïdes si on trouve que l'hypoglycémie persiste longtemps ou bien s'il y a des troubles neurologiques qui persistent après la correction de la glycémie. Voilà, donc est-ce que ces hypoglycémies sont dangereuses à long terme? Bon, il y a beaucoup de controverses. Donc, il y a des gens qui disent qu'on peut avoir des troubles neurocognitifs si on a des épisodes d'hypoglycémie très sévères et récidivantes et prolongés chez les jeunes enfants. Mais il y a d'autres qui disent non, ça donne rien. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui disent si on a des enfants qui ont déjà une immaturité cérébrale et qui font des hypoglycémies sévères, récidivantes ou prolongées, on peut avoir à long terme des troubles de l'attention, des troubles de l'apprentissage, des troubles de la mémoire et même une épilepsie. Donc, et sur le plan psychologique, ça c'est sûr, il y a des répercussions sur l'enfant lui-même et sur ses parents. Donc, l'enfant lui-même, il peut développer le sentiment de sous-estime de soi, surtout s'il s'agit d'un adolescent. Donc, il fait ça devant ses collègues et il se sent sous-estimé, limité un peu dans ses activités. Et voilà. Et pour les mamans, elle risque de développer le syndrome de peur d'hypoglycémie, c'est-à-dire une fois elle constate une hypoglycémie chez son fils, par exemple à 3 heures ou à 4 heures du matin, surtout s'il convulse ou là s'il développe un coma agité ou là s'il développe un déficit moteur, donc ça va la marquer et généralement elle développe des réactions contre l'hypoglycémie. Du fois, elles arrêtent carrément l'injection de l'insuline la nuit, du fois, elles passent la nuit à resucrer l'enfant, du fois, elles diminuent au maximum les doses d'insuline et elle augmente au maximum les hydrates de carbone. Et là, on se retrouve devant des hyperglycémies secondaires au syndrome de peur d'hypoglycémie. Là, il faut prendre en charge psychologiquement l'enfant et de la calmer et d'essayer de l'hospitaliser l'enfant et de faire des bonnes doses d'insuline, donc sans faire de resucrage la nuit pour lui montrer qu'il peut dormir avec des glycémies correctes sans passer la nuit à faire de resucrage ou là sans arrêter l'injection de l'insuline. Bien. Donc ça, c'est pour l'acidocétose. C'est clair? Hidaya? Il y a une petite question. Utilise les corticoïdes, quel est son rôle? Je pense qu'on les garde vers la fin. Est-ce que par rapport à la compréhension générale, est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux passer à l'acidocétose sans problème? Pour moi, ça l'est. Pour les étudiants, ils sont en train de répondre. Oui, je suis en train de voir leurs réponses. Bien, donc on passe au chapitre acidocétose. Je suis désolée, peut-être j'ai trop détaillé le cours, mais voilà, je trouve que c'est très intéressant sur le plan pratique. Alors, donc pour l'acidocétose, qu'est-ce qu'on veut dire par l'acidocétose? C'est l'association des signes suivants. Donc, il faut avoir vraiment les 4 signes pour dire que l'enfant est en acidocétose. D'abord, la glycémie, elle doit dépasser les 2 grammes par litre. Deuxièmement, donc, il faut avoir une glucosurie et une cétonurie. Donc, il faut avoir et le glucose et l'acétone au niveau urinaire. Il faut avoir une glycémie élevée, une cétonémie élevée au niveau sanguin. Et au niveau urinaire, on doit avoir et le glucose et l'acétone. Et en plus de ça, on doit avoir une acidocétose et une acidose avec un inférieur à 7,30 et une bicarbonatémie inférieure à 15. Donc, j'attire juste votre attention par rapport aux chiffres. Avant, on parlait de 2,5 grammes, mais depuis 2009, donc, ils ont changé. Vous pouvez avoir des anciens cours qui parlent d'une glycémie supérieure à 2,5. Donc, je parle des enfants, je ne parle pas des adultes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent les adultes, mais pour les enfants, donc, actuellement, les recommandations, déjà depuis 2009, elles parlent d'une glycémie supérieure à 2 grammes et pas 2,5 grammes. Donc, pour le pH égal
Donc, avant, on parlait de pH artériel, mais actuellement, enfin, depuis 2009-2014, ça a été fait en 2009 et confirmé en 2014, il faut avoir un pH veineux et pas un pH artériel inférieur à 7,30. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que les médecins piquent trop l'enfant au niveau artériel et ça exposait les enfants à l'acidocytose au risque de complications trop veineuses au lieu de pH artériel et ils ont gardé les mêmes chiffres. Voilà, cette définition, elle exclut le stade de cétose diabétique. Pour la cétose diabétique, c'est l'association de l'hyperglycémie, d'une cétonémie élevée, d'une glycosurée et d'une cétonurée massif, mais pas d'acidose. Si on arrive au stade d'acidose, c'est une acidocétose et pas une cétose. Si on a juste une glycémie élevée, une glycosurée, mais pas de cétonémie, pas de cétonurée, pas d'acétose, c'est une hyperglycémie simple. Hyperglycémie plus cétonémie plus glycosurée cétonurée sans acidose, c'est une cétose diabétique. L'association des quatre, c'est une acidocétose diabétique. Voilà, et on distingue trois stades d'acidocétose, légère, modérée et sévère, en fonction de l'accumulation des acides. Si on a un pH inférieur à 7,30 et bicarbonatémie inférieure à 15, c'est une acidocétose légère. Si on a un pH inférieur à 7,20 et bicarbonatémie inférieure à 10, c'est une acidocétose modérée. Et si on a un pH inférieur à 7,10 et bicarbonatémie inférieure à 5, c'est une acidocétose sévère. Alors, cette complication, je la trouve, c'est la complication la plus redoutable et elle est fréquente malheureusement. Donc, elle est fréquente que ce soit pour les diabétiques au moment de déclaration de diabète, c'est-à-dire pour le diabète inaugural, ou bien pour les anciens diabétiques. Même les anciens diabétiques, on a beaucoup d'acidocétose parce qu'ils développent des problèmes psychologiques, ils arrêtent les injections de l'insuline, et voilà, donc c'est des complications intercurrentes des diabétiques. Et également pour les enfants, les nouveaux diabétiques. Et c'est la première cause de mortalité des enfants diabétiques. Donc, c'est une complication qui peut être mortelle et en plus, c'est une complication qui peut laisser des complications. Elle ne corrige pas le problème de déficit énergétique intracellulaire. Donc, la cellule, elle doit rechercher notre source énergétique et donc, le glucose ne passe pas et on doit utiliser autre source qui est l'oxydation des acides gras. Donc, l'oxydation des acides gras, elle apporte un peu l'énergie, mais en même temps, elle apporte en parallèle donc des produits toxiques qui sont les corps cétoniques. Qu'est-ce qu'on a comme produit cétonique? Donc, l'acide bêta-hydroxybutyrique et l'acide acétoacétique. Donc, ces deux acides aminés donnent ce qu'on appelle la cétose diabétique. Donc, elle s'accumule au niveau sanguin pour donner une cétonémie élevée. Elle s'élimine au niveau urinaire pour donner une cétonurie. Donc, on les détecte au niveau sanguin, c'est le taux des... voilà, donc on les détecte au niveau sanguin sous forme de cétonémie, au niveau urinaire sous forme de cétonurie. Maintenant, c'est-à-dire l'état de l'organisme, donc est-ce qu'on reste au stade de cétose ou là au stade d'acidocétose, ça dépend de l'accumulation de ces produits. Si ces produits, c'est-à-dire la concentration de ces produits dépasse 1,5 millimol par litre, on les trouve au niveau urinaire et ça donne une cétonurie et ça donne une cétose diabétique.
Donc, quand la quantité dépasse 7 millimoles, ce sont des acides et donc ils transforment le pH de l'organisme en pH acide et ça donne ce qu'on appelle une acidocétose. Voilà. Donc, en parallèle à l'accumulation des corps cétoniques au niveau sanguin et urinaire et en parallèle à la modification de pH sanguin, on trouve la libération des acides gras parce que je vous ai dit que c'est le résultat de la dégradation des lipides et on trouve également une augmentation des triglycérides au niveau sanguin chez un malade en acidocétose. Donc, voilà, donc en plus de ça, il y a l'hyperglycémie bien sûr parce que on a l'insulinopénie. Donc, et on trouve en plus de ça, on trouve le syndrome, la stimulation de la diurèse osmotique et cette diurèse osmotique, elle permet l'élimination de l'eau, mais également l'élimination de sodium et de potassium, mais surtout le potassium. Et donc, en réalité, on trouve une déshydratation, d'abord extracellulaire, puis mixte, et une c'est-à-dire diminution de la quantité totale de sodium et de potassium au niveau de l'organisme. Donc, pour quelqu'un qui est en insulinopénie, donc il y a obligatoirement perte de l'eau, de potassium et de sodium au niveau urinaire. Maintenant, est-ce qu'on va trouver réellement, c'est-à-dire d'une manière objective, l'hypocalémie et l'hyponatrémie? C'est variable. Donc, la calémie, elle peut être normale, elle peut être basse ou elle peut être élevée. Donc, c'est-à-dire quand on la dose, et la natrémie également. Pourquoi? Parce que, d'abord, le potassium, c'est un ion intracellulaire. Donc, ce n'est pas extracellulaire. Le sodium, il est extracellulaire et le potassium, il se trouve beaucoup plus en intracellulaire. Donc, et pour le maintenir en intracellulaire, donc, il faut avoir l'insuline, une dose de l'insuline suffisante. C'est l'insuline correcte qui permet de maintenir le potassium en intracellulaire, ainsi que les bicarbonates. Donc, bicarbonate et l'insuline maintiennent le potassium en intracellulaire. Donc, en cas d'acidocétose, on n'a pas le bicarbonate, le milieu il est acide, et on n'a pas d'insuline, donc le potassium intracellulaire quitte le milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, il y a une élimination de potassium vasculaire au niveau urinaire, mais tellement il y a une régénération de cette calémie par le potassium intracellulaire, on peut avoir une calémie qui est normale, voire un peu élevée. Mais en réalité, la quantité de potassium totale dans l'organisme extracellulaire est inférieure à la normale. D'accord? Donc, pour le sodium, donc c'est extracellulaire. Donc, il y a l'élimination de sodium par au niveau urinaire. Donc, on peut avoir une natrémie donc, qui est basse, comme on peut avoir une natrémie qui est normale ou élevée. Pourquoi? Parce qu'elle est faussée par l'hémoconcentration, parce que l'enfant, il est déshydraté. Donc, il ne faut pas croire la calémie et la natrémie qu'on dose chez un enfant en acidocétose. En réalité, toujours il y a une hyponatrémie et une hypocalémie, mais les natrémies et les calémies peuvent être faussées par la sortie de potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire ou la natrémie par l'hémoconcentration. Et c'est pour cette raison, on doit toujours faire l'ECG avec l'immunogramme, on doit toujours faire l'ECG pour voir est-ce qu'il n'y a pas des signes de l'hypocalémie intracellulaire et on doit calculer la natrémie corrigée pour voir est-ce que cette natrémie qu'on dose, elle est réelle ou non. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment très très important dans la prise en charge d'un enfant diabétique parce que parmi les parmi les causes de décès des diabétiques, c'est les hypocalémies. Bien. Voilà, donc cliniquement, donc, comment reconnaître un enfant en cétose ou là en acidocétose? Pour la phase de cétose, on trouve un début qui est progressif et sur quelques jours, ou bien quelques heures ou quelques jours. Donc d'abord, les signes de l'hyperglycémie, on trouve la polydipsie, la polyphagie, la polyurie, puis l'installation des autres signes qui sont en rapport avec la présence des cours cétoniques dans l'organisme. On trouve l'anorexie, les nausées, les douleurs abdominales, du foie, l'odeur cétonique de la laine. Et voilà, donc si vous trouvez ces signes,
Donc, il faut vraiment s'inquiéter. Donc, il faut faire la chimie. D'ailleurs, si la glycémie dépasse 2 grammes, systématiquement, il faut faire la chimie pour rechercher les courses cétoniques. Alors là, si vous avez autre signe digestif ou autre, il faut d'emblée faire la chimie, donc pour voir si on n'a pas l'acétone au niveau urinaire. Et là, on peut commencer la prise en charge à domicile pour les anciens diabétiques. Et pour de nouveaux diabétiques, il faut consulter rapidement avant l'installation, avant l'accumulation des courses cétoniques et l'installation de l'acidocétose qui est plus grave. Voilà. Donc, si l'accumulation des corps cétoniques dépasse 7 millimètres,